Donc je me présente, enfin je ne vais pas le redire, mais c'est pour dire qu'en réalité on est vraiment candidat à la présidentielle. Je dis ça parce que quand on regarde la télé, on n'a pas forcément l'impression. Il y a eu j'allais dire un débat, n'importe quoi, il y a eu une émission à TF1 lundi soir, et grand rendez-vous pour la présidentielle avec les candidats sur la guerre en Ukraine. Et en fait, il manquait un peu de monde, et il manquait nous notamment. Et donc voilà, c'est par rapport à celles et ceux qui hésitent ou qui ne savent pas trop où on en est. Oui, on est candidat à la présidentielle. Et ça me permet de discuter, mais non, c'est pas la peine d'applaudir le temps. Surtout pas sur ça, parce qu'en fait on n'était pas vraiment contents. On a dénoncé l'attitude de TF1, mais en fait derrière l'attitude de TF1 c'est malheureusement la règle électorale, parce que TF1 ne fait qu'appliquer une règle électorale qui est profondément antidémocratique certes, mais c'est une règle qui est là, qui fait que même si on a les 500 parrainages, et pourtant on a tout fait pour les avoir, on les a eus et on s'est même fait chier pour les avoir, ça fait quand même 8 mois entre juillet et février qu'on est sur le terrain avec des camarades, des équipes un peu dans pas mal de départements, y compris des sympathisants qui nous aident, qui essaient de trouver des numéros de téléphone, pour au bout du compte arriver à avoir les 500 parrainages qui permettaient de nous qualifier à l'élection présidentielle, un peu comme une phase préliminaire qui permet aujourd'hui de rentrer dans la phase finale. Donc on s'est qualifié là. Et donc on n'est pas très naïf, mais on disait bon, on a fait le plus gros du chemin, maintenant on va pouvoir être dans la campagne officielle et puis se faire entendre. Et bien on s'aperçoit que finalement c'est pas si simple que ça, et que donc les règles électorales sont antidémocratiques et ça continue, et voilà, et on a un peu ce cirque aujourd'hui qui est en place. On a appris aujourd'hui une nouvelle information, c'est que en fait il n'y aura vraiment pas du tout de débat de toute la campagne. Voilà. BFM qui devait faire un grand rendez-vous électoral le mercredi prochain, le 23 mars, avec cette fois-ci toutes les candidatures. On a eu une information cet après-midi comme quoi cette émission a été annulée. Elle est annulée parce que les gros candidats ne veulent pas participer à ce genre de rendez-vous. Et comme les gros candidats ne veulent pas participer, alors il y en a deux au moins, on ne sait pas lesquels c'est, on imagine qu'il y a Macron, il a déjà dit officiellement qu'il ne voulait pas débattre, parce que Macron c'est super, il est président, il est champion au titre, il remet son titre en jeu, mais il fait la moitié de la compète. Le premier tour, le débat, c'est pas la peine, il attend le deuxième tour. Je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est un peu comme si le Paris Saint-Germain se décidait de faire que les matchs retour du championnat. Donc lui il est peinard, on sait que c'est officiel qu'il ne veut pas, mais après il y a d'autres grosses candidatures qui ne veulent pas non plus. On ne sait pas lesquelles, le BFM ne nous a pas dit les noms, enfin il y en a d'autres, et parce que ces grosses candidatures ne veulent pas participer, ça bousille tout, puisqu'en fait il y a ce qu'on appelle l'équité renforcée du temps de parole, qui fait que c'est un calcul hyper compliqué, même nous on n'a pas compris comment il faisait. Mais en fait, tout le monde n'a pas le même temps de parole dans la période actuelle, sauf les 2 dernières semaines où là il y a l'égalité stricte du temps de parole, mais là on n'est pas encore dans cette période-là. Et parce que les gros candidats ne veulent pas parler, du coup ça élimine les petits, parce que si les petits parlent, ça oblige les gros à avoir des temps de parole encore plus gros, en fait, personne s'en sort, et donc le plus simple c'est d'éliminer ces émissions-là. Donc on va se retrouver dans une campagne électorale sans débat démocratique, sans confrontation. Et alors bon, nous évidemment ça nous pose un petit problème, ça montre déjà, et c'est très révélateur à quel point finalement la question de l'élection présidentielle c'est une élection qui se joue en famille, entre eux, voilà, entre politiciens bourgeois du système capitaliste, entre grosses candidatures, habitués du pouvoir, liés au pouvoir, et ils aiment bien à la limite se disputer, mais voilà, mais pas avec tout le monde, et pas ouvrir la discussion avec tout le monde, et notamment pas avec les petites candidatures comme la nôtre, et puis certainement, visiblement aussi, pas nous, ils y pensaient quand même, en tout cas Macron il avait l'air d'y penser, à nous plus précisément, donc ils veulent pas. Donc il y a un déni démocratique, on le dénonce, on va essayer de voir comment on peut le dénoncer publiquement et puis faire du bruit là-dessus. Mais ce qu'on voulait dire, c'est que je commence là-dessus, mais en fait, il y a un déni démocratique, mais c'est juste la traduction d'un déni démocratique et à notre avis beaucoup plus grave dans l'ensemble de la société. Au quotidien, on voit bien qu'on est dans une société de moins en moins démocratique. Ça s'est vu quand même assez clairement sous Macron, avec cette tendance à renforcer l'autoritarisme du pouvoir. C'est aussi une multiplication des lois liberticides. Même si c'est pas Macron qui a inventé ça, on avait vu ces derniers mandats avec Sarkozy, puis par la suite Hollande, Hollande notamment, qui est de gauche, qui est censé être de gauche, je vous rappelle pour qu'on ait un peu des schémas assez clairs sur la situation politique.
Mais Hollande qui avait mis en place la loi travail, remise en cause assez profonde justement de droit du travail, et avec une grosse répression quand même lors des manifestations. Et derrière, bon, c'est Macron qui est issu du gouvernement Hollande, qui lui a renforcé tout le mécanisme de répression, et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, ça a quand même donné clairement le ton, un an après l'élection de Macron, une contestation sociale, une colère qui s'exprime contre l'exclusion, contre l'absence de pouvoir d'achat et les difficultés sociales au quotidien. Et on a eu une grosse répression qui s'est traduite par des violences policières terribles. Là, la police, elle ne se contentait pas de nous gazer ou de nasser, c'était carrément du tir à vue, LBD, grenades anti-encerclement, et puis des blessures très graves de plusieurs dizaines de manifestants, des mains arrachées, des visages défigurés. Et puis des problèmes aussi psychologiques liés à cette violence-là dans les manifestations. Mais pas juste la répression policière, derrière c'est aussi des amendes pour beaucoup de manifestants par la suite, puisqu'en fait ce mouvement-là, mais comme à chaque fois qu'il y avait des attentats terroristes, il y avait toujours des lois liberticides qui se mettaient en place, une réduction de la possibilité de manifester, liberté publique réduite, tous ces outils-là qui se sont mis en place, et le mouvement des Gilets jaunes a été aussi l'occasion de renforcer des lois liberticides, et donc c'était des amendes, ça pleuvait de partout, des amendes pour celles et ceux qui manifestaient, qui se rassemblaient, des fois c'était même parce qu'ils étaient filmés par les vidéosurveillances, et aujourd'hui il y a, on ne sait pas chiffrer exactement, mais c'est des milliers de gens qui ont eu des amendes par rapport à ça. Et puis derrière les amendes, c'était aussi la répression judiciaire, c'était au-delà des gardes à vue, des manifestants qui ont fait des mois de prison, condamnés à des mois de prison avec sursis, et y compris même des mois de prison ferme. Et on a à peu près aujourd'hui un chiffre autour d'1 millier de manifestants qui ont fait de la prison ferme, suite juste parce qu'ils contestaient, juste parce que peut-être aussi des fois, c'est vrai, mais est-ce bien grave, ont jeté quelque chose sur une vitrine de banque, ou des fois ont répondu un peu de manière énervée à une agression policière. Et ça se paye très cher et très rapidement, dès quelques mois de prison. Bon, ça c'est la situation très récente. Donc une politique répressive qui s'est accentuée, et dans un contexte de politique autoritaire. Et globalement, c'est une société donc de plus en plus dure, parce que là, on discute plus facilement, enfin, on voit la répression dans les manifestations, on voit cette volonté d'intimider, de faire taire, ou en tout cas de faire en sorte que les gens, ils osent plus manifester, ou ils osent plus gueuler dans la rue, on voit ça, mais en fait, les rapports sociaux se sont bien tendus à tous les niveaux, et la répression ne concerne pas juste les manifs, ou ça ne concerne pas juste des moments où on a envie de râler. C'est aussi tout simplement au quotidien, au travail notamment. La répression au travail, c'est une réalité, puisque le travail aujourd'hui c'est beaucoup plus dur au fil des années en fait. On voit bien, c'est aussi lié évidemment au manque d'effectifs, à l'intensification du travail, le fait qu'aujourd'hui on demande toujours plus à celles et ceux qui bossent, et dans tous les secteurs économiques. On l'a vu très récemment évidemment avec la crise sanitaire dans les hôpitaux, où c'est une surcharge de travail et puis une souffrance au travail qui est réelle pour l'ensemble du personnel hospitalier. On le voit dans les EHPAD, puisque ça a été notamment relancé avec le livre enquête de Castanet sur justement la maltraitance des personnes âgées, des personnes qui étaient en perte d'autonomie, mais cette maltraitance des personnes âgées, c'est aussi la maltraitance des employés dans les EHPAD, et qui est liée donc à cette surcharge de travail, ce manque d'effectifs. On demande toujours plus, et puis voilà, et ça relève d'une violence au travail, et qui relève aussi d'un durcissement des relations sociales. Et donc on est dans ce mandat, et c'est tout ça qui est aujourd'hui un peu qui caractérise la situation actuelle. Et c'est pour ça qu'en fait, au bout du compte, c'est des problèmes démocratiques, parce que ces reculs-là, ce durcissement des relations sociales, c'est des pertes de droits démocratiques, à la fois la difficulté de contester, puisque plus on est fragilisé, plus on est en situation de répression ou de souffrance, moins on est en position de pouvoir se défendre. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. Donc moins plus on perd des droits et des capacités de résister collectivement. Voilà, donc ça c'est le paysage actuel, et pour nous c'est révélateur du monde dans lequel on est. Et ce qui va avec ça,
c'est aujourd'hui la remontée. C'est difficile de dire la remontée parce que ça fait quand même très longtemps que les idées réactionnaires sont plutôt en train de se renforcer. Ça fait longtemps qu'on parle d'une droitisation de la société. Là aujourd'hui on peut clairement parler d'une extrême droitisation de la société avec de plus en plus un espace occupé par les idées réactionnaires, les idées fascisantes, les idées on va dire décomplexées de ces courants-là, où la haine des autres, la haine du migrant, du réfugié, ça a été plus ou moins abordé par les camarades précédemment, mais c'est pas juste la haine et le racisme latent, ou plus ou moins latent d'ailleurs, parce que ce que racontait le camarade Cheminot, c'est vrai que l'accueil des migrants ukrainiens, ça a été plus ou moins dit clairement que c'est parce qu'ils étaient blancs chrétiens et que c'était quand même plus facile à intégrer des gens de nos civilisations plutôt que des gens qui seraient arabes, noirs ou venant des pays du Sud. Donc on voit, mais ça s'exprime dans les médias, c'est pas que des politiciens, c'est aussi des journalistes qui osent plus ou moins parler comme ça. Donc on est dans cette ambiance-là, et c'est vraiment cette ambiance de durcissement de la société. Et on voit avec Zemmour notamment, mais pas que, parce que même Pécresse et la droite ont tendance à dériver sur des terrains très dangereux et presque ouvertement anti-migrants. Et puis à côté de ça, je continue aussi, c'est aussi ce qu'on appelle l'ordre moral, les idées homophobes, le sexisme, on baigne là-dedans. Donc, et tout ça, ça relève d'une violence de la société, et cette violence de la société se traduit par des droits qui diminuent pour nous, et des droits de contestation ou des droits d'expression. Et on est dans cette situation-là qui est pour nous un danger réel. Et c'est pour ça qu'en fait, l'absence de démocratie dans une campagne électorale n'est que la traduction finalement d'une société qui se durcit réellement, et où on nous enlève petit à petit les droits. Et ces droits-là, je vais continuer là-dessus aussi, c'est lié évidemment à la crise économique, et notamment à la destruction des services publics, démantèlement puis destruction et disparition des services publics, qui du coup compliquent l'accès aux droits et à l'accès aux besoins fondamentaux pour l'ensemble de la population. C'est l'accès à la santé, c'est l'accès au logement, puisque tout ça se complique, c'est l'accès au transport, c'est l'accès à l'éducation, et tout ça, plus les accès sont compliqués, moins les services publics sont là pour répondre aux besoins de la population, mais plus ce sont des droits qui disparaissent, ou en tout cas qui diminuent. Et voilà, c'est ça le portrait de cette société-là. Et nous, on trouvait hyper important d'être présents dans la campagne. Donc en fait, c'est ça, c'est dénoncer un système, trouver quelque part les moyens qu'il y a de résister et de discuter de ça. Et on a besoin de discuter de ça, on a besoin de débattre justement de notre possibilité à nous, collectivement, de changer la donne et donc de trouver la force pour renverser, ou en tout cas commencer à renverser un système qui est profondément dégueulasse. Donc c'est tout ça qu'on va exprimer. Alors après, évidemment, on a un programme. Alors ça a été dit par les camarades juste avant, je ne sais plus lequel. Le programme qu'on a, on a un programme, voilà, parce qu'en fait, pour vous dire clairement, on est dans une élection. Alors c'est vrai qu'on n'est pas électoraliste, donc c'est toujours un peu compliqué, on pense que les élections, c'est pas ça qui change la vie. Mais on va quand même dans une élection. Alors on va dans une élection parce qu'en fait, il y a besoin d'exprimer ce que je suis en train de dire, des idées de la révolte, des idées de la dénonciation, et puis donc d'essayer de montrer que notre camp social, il peut à un moment donné se réorganiser. Donc on va dans cette élection avec cet objectif-là. La deuxième difficulté qu'on a dans une élection, c'est que déjà, on ne veut pas, on rêve pas du poste de président de la République. C'est pas qu'on veut perdre et qu'on s'en fout de gagner ou pas, c'est pas ces questions-là, mais la question de la fonction présidentielle, pour nous, c'est une fonction qui est profondément antidémocratique. Et on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'un individu puisse avoir autant de pouvoir et puis même décider, vous avez vu pendant la crise sanitaire, il peut décider à quelle heure on peut sortir, à quelle heure il faut rentrer à la maison, enfin bon, toutes ces choses-là, c'est assez impressionnant, mais ça c'est un peu presque le côté caricatural de la situation. Donc on ne veut pas de ça. Ouais, ça fait du bruit quand même. Et que je le rapproche. Ouais, mais ça va faire vraiment du bruit. Ouais, peut-être qu'il faut gérer le son bien différemment, mais bon. Donc voilà, donc l'élection, je continue à parler, même s'il y a toujours un petit Arsène pas très agréable pour tout le monde. Mais donc c'est de situer le truc, c'est qu'on est dans cette élection-là avec quelques contradictions, quelques difficultés pour arriver à bien se faire comprendre. Mais c'est chiant. Et ouais, peut-être. Ou alors je parle un peu moins fort en fait.
Et là, je teste. C'est bon là au fond? Vous entendez? Donc, oui, alors, c'est la posture du candidat qui est toujours, pour nous, un peu difficile, à la fois la personnalisation, puis même ce rôle de candidat qui a un rendez-vous avec le peuple, qui va diriger le pays demain et tout ça, on n'est pas du tout là-dedans. Mais par rapport à ça, on a quand même un programme, et le programme, souvent c'est intéressant de discuter de la fonction d'un programme. On n'a pas un programme avec une liste de promesses pour dire si je suis élu, vous allez voir, on va appliquer tout ça. C'est beaucoup plus compliqué en fait. Et on a un programme avec évidemment des revendications, avec on essaie de recenser les besoins qu'on a, les réponses qui sont aujourd'hui importantes par rapport aux urgences sociales, aux urgences démocratiques ou aux urgences environnementales, et d'essayer de recenser ça et de faire la liste finalement de ce dont on a besoin nous, de ce qu'il faudrait nous, et en même temps de ce que la société pourrait mettre en place. Mais ce programme-là, il est forcément articulé avec la question des luttes sociales. Et donc c'est aussi comment on arrive à discuter à la fois d'une élection et en même temps de ce qui change radicalement la vie. Et ce qui change radicalement la vie, c'est la capacité d'une population à intervenir, à faire la politique elle-même, à prendre ses affaires en main et à s'organiser et à préparer, à batailler, à mener des luttes, des combats sociaux et qui puissent justement transformer profondément la situation. Donc on est là-dedans et ce programme-là, il a cette fonction-là. Et donc je ne vais pas tout détailler, d'ailleurs heureusement il y a une brochure que vous pouvez avoir en accès libre, en version papier, pas forcément en version numérique, et qui liste un peu tout ce qu'on a envie de dire, tout ce qu'on peut défendre concrètement, sur les questions sociales, donc environnementales, les questions de droit et même les questions internationales. Alors je vais faire quelques petits points pour essayer de montrer comment on raisonne, comment on articule un peu justement la revendication et la question de la force qui peut imposer réellement un progrès social. Là c'est la question à la fois du travail et des revenus, parce que là la question du travail et des revenus c'est un peu au centre des discussions, puisque demain effectivement il y a une journée d'action sur la question des salaires, une journée d'action interpro. Mais aussi, bon, vous avez vu, c'est l'augmentation des carburants en flèche. Là, le litre il est à 2,30, 2,40, on ne sait plus trop où ça en est, mais ça va continuer à augmenter visiblement, même s'il y a des super cadeaux de Castex. 15 centimes, c'est vrai, bon, heureusement qu'ils sont là quand même, le gouvernement, un peu pour nous protéger, pour limiter la casse. On avait déjà eu le droit à la grosse prime de 100 € l'année dernière par rapport là aussi à l'augmentation du carburant. Bon, voilà, bon. Je ne vais pas insister trop là-dessus, mais merci quand même au gouvernement de penser un peu aux gens qui sont en souffrance. Mais la question du pouvoir d'achat, elle est posée indépendamment de l'augmentation des prix. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est pas juste parce que la difficulté qu'on a, c'est pas juste parce que l'essence augmente ou que les loyers sont hyper chers ou que même l'alimentation c'est cher, c'est que de toute façon c'est cher, mais parce que c'est cher parce que on a de toute façon des revenus qui sont largement insuffisants. Je dis on parce que tout le monde est concerné par ça, quasiment tout le monde, à part une partie de la population qu'on va appeler les riches. Mais sinon, oui, on a aujourd'hui le SMIC, il est à 1100 €, c'est pas possible de vivre avec 1100 €, enfin 1100 et quelques euros, on n'est pas loin des 1200 € net. Avec un SMIC comme ça, on ne peut pas vivre. Le seuil de pauvreté, d'ailleurs, il est à 1100 €. Donc le SMIC, il est à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est une définition qui est certes un peu arbitraire, mais qui est la limite en dessous de laquelle on ne peut pas vivre correctement et en dessous de laquelle on est pauvre, ou défini comme pauvre. Aujourd'hui, il y a 8 à 9 millions de personnes dans la population française qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc ils vivent avec des revenus en dessous de 1100 et donc même souvent 700, 800 €. Bon. Ça, c'est le seuil de pauvreté officiel. Nous, on pense que le seuil de pauvreté, en réalité, il est beaucoup plus haut. Et on pense qu'aujourd'hui, avec un revenu en dessous de 1800 €, on ne peut pas vivre correctement. Même, on pourrait le pousser à 2000 €. Donc nous, on dit qu'il y a besoin d'un revenu minimum à 1800 € net. Un SMIC à 1800 € net. Ça ne signifie pas juste que c'est la question d'un salaire qui doit être à un minimum de 1800 €. Ça pose le problème que tous les revenus doivent être au moins à 1800 €. C'est-à-dire que c'est aussi la question des pensions de retraite, c'est aussi la question des indemnités pour les demandeurs ou demandeuses d'emploi, c'est aussi la question de l'allocation adulte handicapé, qui aujourd'hui est à 903,60 €, ce qui est scandaleux, et qui est en plus en dessous du seuil de pauvreté. Donc c'est ces revenus-là qui doivent atteindre un SMIC à 1800 € net, et c'est aussi la question d'un revenu d'autonomie pour la jeunesse, et notamment celle qui étudie, qui permettent à cette jeunesse-là d'être autonome, de pouvoir étudier sans être obligé de se faire exploiter. Donc là aussi, alors on discute que c'est pas forcément 1800 € net, parce que bon, c'est un revenu étudiant, mais l'idée, le fond, c'est ça, c'est de permettre à ce que l'ensemble de la population, elle ait les moyens de vivre correctement et qu'elle ait les moyens d'être autonome. Et ça pose le problème donc d'un revenu à un niveau de 1800 €.
mais un revenu, évidemment, c'est élevé par rapport à ce qui existe. Mais il ne faut pas avoir peur de revendiquer ces choses-là, parce qu'en fait, le problème, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on veut, c'est pas de trouver un chiffre au hasard, c'est voilà, c'est quoi nos besoins. Et il n'y a aucune raison aujourd'hui d'accepter qu'on puisse vivre en dessous de ça. De la même manière qu'il n'y a aucune raison d'accepter qu'il y ait des millions de gens qui soient dans la précarité. Aujourd'hui, c'est quoi 6, 7, 8 millions de gens qui ont soit du chômage complet, soit des petits boulots, soit des grosses galères. Bon, et ça, c'est inacceptable. Alors qu'on fait tout pour nous faire accepter ça. Hein. Vous avez vu, on explique, voilà, le monde, il est comme ça, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des dominants, il y a des dominés. Écoutez, l'économie, c'est compliqué, nous, on n'y comprend rien. Hein. Vous savez, on comprend que dalle, et c'est eux qui comprennent. Et eux, ils comprennent tellement bien qu'ils nous expliquent c'est comme ça, on fait au mieux, on ne peut pas faire autrement. Ne vous inquiétez pas, soyez patients. Il y a des élections tous les 5 ans si vous êtes un peu énervé, et puis on va vous trouver un programme qui va améliorer la chose. En fait, ça ne vient jamais. Et même, non seulement ça ne vient jamais, mais au fil des années, au fil des décennies, au fil des élections, la situation s'aggrave. Et on est en train de nous mettre dans la tête, et on nous met dans la tête, mais depuis qu'on est tout petit, cette idée que c'est comme ça, et qu'il faut l'accepter, qu'il faut l'intégrer. Et si on n'est pas content, on peut manifester, puisqu'on est en démocratie. Hein. Mais comme on est en démocratie, ben, il y a aussi le droit de nous taper dessus. Hein. Ouais, c'est comme ça, les droits, on peut gueuler, mais on peut se faire taper dessus. Et on s'aperçoit qu'au bout du compte, on ne change rien. Donc c'est aussi ça, c'est d'arriver à oser revendiquer. Et nous on essaie de discuter de ça. Hein, c'est pour ça que c'est pas juste une histoire de promesse, c'est pas juste une histoire d'un chiffre. C'est d'arriver à se dire oui, il y a besoin de ça, et il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. Collectivement, on discute de l'ensemble de la population. Et c'est aussi d'arriver à rejeter tout ce qui peut être résignation, fatalisme, tout ce qui peut être finalement idéologie de la classe dominante, idéologie de ce pouvoir qui essaie de nous mettre dans la tête que c'est comme ça. Et c'est ça qu'on essaie de discuter dans le programme. C'est pour ça que, donc il y a l'histoire là je vais étendre un peu sur la question de l'emploi aussi. Nous on pense qu'il faut partager le travail entre toutes et tous, ce qui a été dit par le camarade cheminot. Donc c'est, tant qu'il y a du chômage, on partage le travail entre tous, on diminue le temps de travail pour tout le monde. Alors aujourd'hui ça serait combien là c'est 35 heures officiellement, en réalité pour plein de gens c'est un peu plus de 35 heures parce qu'il y a les heures sup, et puis pour plein de gens c'est beaucoup moins de 35 heures mais pas payé. Donc nous on pense qu'il faut réduire le temps de travail. Alors est-ce que c'est 4 jours par semaine, est-ce que c'est 3 jours par semaine, est-ce que c'est 32 heures, 28 heures? Nous on pense que plus on descendra, mieux ce sera, mais surtout l'idée c'est qu'en fait tant qu'il y aura des gens dans le chômage, tant qu'il y aura des gens dans la précarité, eh bien, il faudra diminuer le temps de travail, et c'est une question de partage du travail entre toutes et tous, mais avec un maintien de salaire, avec un salaire qui permet de vivre correctement. Alors évidemment quand on revendique ces choses-là, la réponse est toujours pareille, mais comment c'est possible, comment on finance ça? C'est de la même manière que comment on finance des recrutements, comment on finance des embauches un peu partout dans les services publics, en fait c'est toujours compliqué. Et c'est là qu'on a envie de discuter aussi d'un truc qui est un peu particulier, c'est qu'on est dans un monde où quand on parle d'un revenu décent pour l'ensemble de la population, on nous dit c'est compliqué, il y a un problème technique, comment on fait, où est l'argent, vous allez le trouver où Par contre, on est dans un monde où là ça pose un problème, c'est qu'il y a des milliardaires qui s'enrichissent. Des milliardaires qui sont encore plus milliardaires, y compris pendant la crise sanitaire. Je ne sais pas si vous avez fait attention au rapport Oxfam, c'est une ONG récemment qui a expliqué, qui a montré qu'en fait, pendant la crise sanitaire, les milliardaires français ont accru leur fortune de 236 milliards d'euros. En 19 mois de la crise sanitaire, entre mars 2020 et octobre 2021, plus de 236 milliards d'euros pour les milliardaires français. Alors là, dit comme ça, c'est pas facile à mesurer la chose. Mais Oxfam compare avec les 10 années précédentes. Les 10 années précédentes, les mêmes milliardaires, ils ont accru leur fortune de 231 milliards d'euros. Donc là, ils ont accru 5 milliards de plus par rapport aux 10 années précédentes. Alors on peut dire l'écart n'est pas énorme, mais le problème c'est que ce qu'ils ont fait en 10 ans, ils ont fait mieux en 19 mois qu'ils ne l'avaient fait en 10 ans. Et ce qui est terrible, c'est que ça est arrivé dans une période où l'économie ne fonctionnait pas bien, voilà, moins de production, moins de ventes, un peu un gel et tout ça. Et au bout du compte, c'est là où ils s'enrichissent le plus. Et Oxfam explique, et c'est un peu la fin de la présentation, c'est de dire qu'en fait, les milliardaires se sont enrichis en captant, la plupart des aides publiques ont servi à répondre à la crise sanitaire. Mais ça, ce qu'ils ont fait là, alors il y en a qui sont admiratifs des riches, voilà, regardez, les riches, c'est hyper malin. La preuve, c'est que bon, il faut le faire quand même, parce qu'un vol en bande organisée comme ça, en général, ça se finit mal. Et eux, non, on peut voler en bande organisée parce que c'est organisé, parce que c'est en bande, et bien ils n'ont rien, et même il y aura des gens, des revues économiques qui vont dire c'est quand même balèze.
Qu'est-ce qu'ils sont et on va nous faire admirer ces riches-là, on veut nous faire admirer parce que c'est ça la France, hein, c'est ça, c'est l'innovation, l'intelligence. Hein, alors c'est vrai que les riches, c'est des travailleurs. Hein. Là, nous, on est un peu mesquins avec nos RTT, hein, à toujours essayer de grappiller des trucs. Bon, mais non, les riches, non, ils travaillent tout le temps. Enfin voilà, c'est ça. Hein. Et donc, du coup, ça se mérite. Après, alors, on a un Arnaud avec 157 milliards de fortune. Ça pose de problème à personne. Du coup, c'est nous faire admirer ça, mais nous expliquer qu'en fait, le système, c'est comme ça que ça doit marcher, parce que heureusement qu'il y a des milliardaires, parce que c'est grâce aux milliardaires qu'en fait, la société peut fonctionner. Et vous savez, c'est cette histoire de ruissellement. Hein, et plus il y a de milliardaires, et plus ça ruisselle, plus ça retombe dans nos poches. Et il nous explique ça encore très sérieusement. Hein, il n'y a pas longtemps, j'étais dans une émission avec Ruquier, et puis il y avait une ultra-libérale qui dit mais non, il n'y a pas assez de milliardaires en France, il en faut un peu plus. Alors que nous, ce qu'on constate, c'est que plus il y a de milliardaires, mais plus il y a de pauvreté en fait. Plus il y a de milliardaires dans cette société-là, plus il y a des gens qui s'enrichissent de cette manière-là, mais plus on est à l'autre pôle de la société, avec une misère et une précarité et une paupérisation de l'ensemble de la population, en tout cas d'une majorité de la population. Et c'est là où on voit le mécanisme en fait. C'est que la richesse, elle ne s'invente pas, elle ne se crée pas. La richesse, elle est détournée, elle est accaparée, elle est volée cette richesse-là. Et c'est ce système qui permet ça, qui organise le vol de la richesse, qui permet que cette richesse-là soit concentrée entre les mains d'une classe sociale, d'une minorité de possédants, qui donc sont ce qu'on appelle les milliardaires. Bon après, si vous voulez les noms, je vais pas vous donner les noms de tout le monde, hein, mais il y a un classement des 500 fortunes de France, hein, c'est tous les étés, en juillet, le magazine Challenge, qui font des super articles pour dire que c'est des gens super chouettes. Et puis c'est vrai que quelque part, bon, c'est un peu rassurant, en période de crise, on se dit, bon, il y a pas que des malheureux, hein, il y a aussi des gens qui... Mais voilà, ça peut être aussi une sorte de consolation. Alors j'ai un chiffre là-dessus, parce que bon, après je vais arrêter sur les milliardaires, parce que bon, on va pas parler que de ça quand même, mais c'est un problème. Alors, c'est pas la richesse en soi qui est un problème, encore une fois, c'est aussi ce que ça a comme conséquence de la société. Mais le 91e milliardaire de France, c'est Charles Ruggieri. Vous connaissez? Non. C'est un des plus gros actionnaires du groupe Korian. Et bien l'actionnaire principal de Korian, donc il est 91e fortune de France, il a 1,2 milliard d'euros. Bon, 1 milliard, c'est vrai que ça fait un peu ridicule par rapport aux 10 premiers du classement. Mais bon, après on essaie de calculer. À partir du moment où la théorie, c'est de dire que ces gens-là travaillent, hein, qui méritent leur fortune, on essaie de voir qu'est-ce que ça signifie la valeur travail. Hein. Et on se demande déjà quelle est la formation AFPA, diplômante qualifiante, qui permet d'avoir ce niveau dans la grille de salaire ou dans la grille des revenus. Hein, bon, donc ça. Mais alors, on essaie de le faire dans l'histoire. Enfin, comment, à partir de quand nous, par exemple, on travaillerait beaucoup, on aurait 1800 euros. Allez, on part sur 1800 euros par mois. Et au bout de combien de temps on peut avoir 1,2 milliard d'euros, hein? Eh bien, il faut 55 000 années. Et 500 ans. Et une cinquantaine d'années de plus et 6 mois. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut pour avoir la même valeur. Alors on essaie de s'imaginer, mais à partir de quand donc on commence quoi. Et en fait ça correspond dans l'histoire de l'humanité aux premiers hommes, Homo sapiens, qui arrivent en Dordogne. Donc ce sont les hommes de Cro-Magnon. C'est-à-dire qu'un homme de Cro-Magnon qui arrive à Lascaux, donc il y a 55 000 ans, il commence à bosser et il ne dépense rien. Parce que sinon ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et au bout de 55 000 années, 500 ans et 6 mois, il arrive à la hauteur de la fortune de... Enfin, c'est quand même impressionnant. Et l'homme de Cro-Magnon à l'époque, il n'a pas encore peint la grotte de Lascaux. Hein. C'est pas encore fait ça, c'est avant. Et donc ça montre ça, et encore si on discute des chiffres des premiers milliardaires, ce sera encore pire évidemment. Je crois que c'est à Lucie, on arriverait à Lucie qui n'était même pas une Homo sapiens, hein, c'était une Australopithèque, et donc ce serait, voilà, c'est pour faire mesurer le non-sens de ça. Et pourtant on a ces richesses-là, et ces richesses-là qui permettent aujourd'hui de s'acheter des yachts, de s'acheter des... Vous avez vu, c'est record de vente de yachts, record de vente de jets, pendant la crise sanitaire, hein, record de vente de voitures de luxe. Et puis là, le grand truc des riches, c'était l'été dernier, mais c'est vrai que le tourisme ou les vacances, c'est en été qu'on en parle, hein, et c'était cette idée de partir quelques heures dans l'espace. Vous vous rappelez de ça, hein, c'était pas tellement cher le billet, c'était 300 000 $. Mais on monte quelques minutes dans l'espace, mais vraiment ils l'ont fait. Hein. Et là on se dit, mais c'est super bien en fait, les riches se barrent.
Et dès quelques minutes après, ils reviennent. Et là, on se dit, eh non, bon, ben ok, on va faire autrement alors. Et cette sacrée aberration, et, parce qu'en plus, c'est pas du tout écolo comme truc, hein, les navettes qui montent, hein, elles sont pas avec des panneaux solaires. Hein. D'ailleurs, il vaudrait mieux quand même pour des raisons de sécurité pour eux. Mais voilà. Mais c'est cette aberration-là, et on nous fait presque admirer ça, ou on nous fait regarder ça comme un spectacle, y compris comme un progrès scientifique, parce qu'on nous disait, heureusement qu'ils font ça, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir du progrès scientifique de la connaissance, qu'un jour ou l'autre on partira tous en vacances dans l'espace, il y aura même des hôtels dans l'espace. Bon voilà. Mais bon, le résultat, et là où c'est moins marrant, ben, c'est qu'en fait, ça se passe dans un moment où le monde s'appauvrit, la population, et ça devient des drames, des souffrances sociales. Voilà. Donc du coup, nous, dans le programme, c'est cette idée-là, c'est qu'en fait, bien sûr qu'il faut une répartition des richesses, bien sûr qu'il faut redistribuer, et qu'il faut discuter justement des moyens qui doivent être donnés à l'ensemble de la population, sauf que ça ne se passera pas comme ça. Parce que l'idée de la redistribution des richesses, ou l'idée du ruissellement, hein, par roussellement, hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce que ça on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais le ruissellement, ça ne viendra pas tout seul, sinon pourquoi ça n'est pas fait aujourd'hui? Pourquoi on est dans un monde où il y a un écart de richesse tel, où il y a des fortunes comme ça? Et c'est pour ça que la discussion sur la répartition des richesses, c'est pas dans les élections qu'on pourrait la régler, c'est obligatoirement parce qu'à un moment donné il y aura des révoltes, c'est obligatoirement parce qu'à un moment donné la population se mettra en colère et elle se mettra à revendiquer, à se donner les moyens d'obtenir ça. Et parce qu'en fait, au bout du compte, c'est vraiment la question du système capitaliste. C'est que cette redistribution-là ne se fait pas parce que le système aujourd'hui il est dirigé par une classe possédante qui possède des moyens de production, et parce qu'elle possède des moyens de production, et bien c'est sa source de richesse à elle, c'est l'exploitation du travail des autres. Et ça ne peut pas se changer juste par une histoire de rééquilibrage, juste par une histoire de finalement on va essayer de redonner un petit peu plus. Ça ne fonctionne pas comme ça parce que ça ne se raisonne pas, parce que la course au profit, parce que la logique de rentabilité, c'est des mécanismes qui relèvent d'un égoïsme social, mais qui relèvent d'un fonctionnement économique, et comme ça. Et aujourd'hui, tout fonctionne par rapport à l'accumulation de profits, tout fonctionne parce qu'il faut satisfaire les dividendes, parce qu'il faut satisfaire les appétits égoïstes de cette classe-là. Donc c'est vraiment un système qu'il faut combattre, et c'est cette économie-là qu'il faut combattre. Et c'est pour ça que nous on discute que la redistribution de richesse, ça ne peut être que parce qu'on arrive à prendre la main sur l'économie, qu'à un moment donné la population retrouve le contrôle de l'économie. Et ça pose le problème d'une économie qui soit plus privée, ou en tout cas au moins les secteurs essentiels de l'économie, mais une économie qui soit socialisée. Donc c'est évidemment la question de l'expropriation et de la socialisation. Et la socialisation, c'est plus que le service public d'une certaine manière. C'est comment on construit des secteurs entiers de l'économie qui soient véritablement sous contrôle des salariés, sous contrôle public, sous contrôle des citoyens, de manière à ce qu'en fait on ait vraiment un critère de production qui soit avec le seul souci de répondre aux besoins de la population. Et il n'y a que comme ça qu'on peut véritablement partager les richesses, il n'y a que comme ça que véritablement les richesses produites par l'ensemble de la société soient réparties de manière équitable et qui permettent justement à l'ensemble de la population de pouvoir vivre correctement. Et nous on est convaincus que la société, elle a ces richesses-là qui permettraient justement de changer tout ça. Et donc là c'est pas un problème technique, c'est un problème politique, et c'est ce problème politique qu'on veut mettre sur la table dans cette élection-là, et d'essayer de convaincre, d'essayer de rendre crédible cette perspective justement qu'il y a un système à combattre, à renverser, et que ça passe par des mouvements sociaux, ça passe par des révoltes populaires, et ça passe par ce besoin qu'on aurait, nous, de notre côté, d'organiser ça et de préparer tout ça. Le même problème, mais exactement le même problème, sur la question de l'urgence environnementale. Aujourd'hui, c'est là où ça permet aussi de voir à quel point le capitalisme est incapable de répondre à quoi que ce soit par rapport à l'humanité. C'est que non seulement il détruit le droit social, il détruit tout ce qui peut être justement un avantage qui avait été acquis par le passé, mais on voit aussi au niveau environnemental, au niveau de la planète, à quel point il fait du dégât. Et c'est le même moteur qui détruit tout ça. C'est ce moteur de profit, c'est ce moteur de rentabilité, c'est ce moteur que là on pourrait appeler le productivisme. Il faut toujours produire plus, et produire plus, pas pour satisfaire les besoins de la population, c'est produire plus parce que dans une logique de concurrence, une logique d'appropriation privée des richesses, c'est l'accumulation de la richesse de cette poignée de possédants. Donc c'est la réponse à la crise environnementale ou au dérèglement climatique, c'est aussi une rupture avec les logiques capitalistes. Et c'est ça qui peut expliquer quelque part cette sorte d'incapacité à répondre à l'urgence climatique, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on nous dit que la planète va mal et que si on continue comme ça va mal finir pour la planète et ça va mal finir pour l'humanité. Et c'est bizarre parce que tous les ans, en fait, on a l'impression qu'il y a une incapacité à changer de braquet, il y a une incapacité à se dire oui, on va faire autre chose, on va faire différemment. En fait, il ne se passe jamais rien.
Et on le voit avec la COP, hein. Là c'était la COP 26, mais tous les ans la COP, hein, 21, 22, pour parler des dernières, hein, mais la conclusion c'est désolé, on n'a pas vraiment réussi à faire un accord, on a essayé, mais on ne s'est pas entendu, on va un peu continuer comme avant. Bon, quand même, on mettra un peu plus d'arbres là, on va essayer de mettre un peu d'énergie verte, tout ça, mais en réalité, bon voilà, ils font le constat eux-mêmes de leur propre incapacité à agir efficacement par rapport à la crise climatique. Et c'est surtout le rapport du GIEC. Le rapport du GIEC, il est tout récent, enfin le dernier, parce que le GIEC, enfin, c'est un regroupement des scientifiques de la planète qui essaie de faire le point sur la situation. Et le rapport du GIEC, le dernier, il dit oh là là, on est vraiment pas loin du point de bascule. Alors le point de bascule, c'est un truc un peu simple à comprendre finalement, c'est le moment où ça va être trop tard, quoi. Et ils disent, voilà, et le rapport du GIEC, c'est terrible, parce que le rapport du GIEC, pour vous dire précisément, c'est pas une commission du NPA, hein, c'est pas des anticapitalistes qui font ça, hein, c'est des vrais scientifiques qui sont liés aux institutions, mais qui racontent comment les dirigeants du monde, ceux qui dirigent l'économie, ils sont incapables finalement de prendre des mesures qui soient efficaces, qui en tout cas permettraient justement de commencer à répondre au dérèglement climatique. Ils font ce constat-là, et ils font même le constat que les accords qui sont signés par les puissants de ce monde-là, à la fin des COP, eh bien, ces accords-là, ils ne sont même pas respectés. Même les accords de Paris ne sont pas respectés, et même y compris la France et Macron ne sont pas dans la capacité de respecter ce qu'ils ont signé quelques années auparavant. Et donc il y a une sonnette d'alarme qui est tirée par le GIEC, et alors après on se dit mais qu'est-ce que c'est cette incompétence-là? Et en fait l'incompétence qu'ils ont, pas le GIEC là pour le coup, hein, les dirigeants du monde et puis ceux qui contrôlent l'économie, c'est qu'en fait, oui, les réponses, ça veut dire qu'il faut rompre avec les logiques capitalistes. Et c'est pour ça que là aussi on parle d'expropriation, et c'est pour ça que nous on parle au niveau de l'énergie, d'un véritable service public de l'énergie, donc d'expropriation de multinationales comme Total, et de prendre là aussi, de faire en sorte que les outils soient vraiment contrôlés par la population, de manière à ce qu'on puisse maîtriser la politique énergétique, et qu'on puisse dire, oui voilà, les énergies fossiles, il faut les arrêter, c'est une nécessité urgente. Le nucléaire, nous aussi on pense qu'il faut l'arrêter, même si beaucoup de gens disent que le nucléaire, mais non, mais finalement le nucléaire c'est pas si mal que ça produit pas tant de gaz à effet de serre, donc finalement ça ne dérègle pas tant le climat, et que donc on peut le garder le nucléaire. Mais non, nous on pense que le nucléaire d'abord c'est hyper dangereux, et de ce point de vue là on est farouchement anti-nucléaire, mais en réalité, ça a été dit par les camarades aussi, c'est qu'en fait si on prend depuis le début, depuis l'extraction de l'uranium en Afrique, en Niger, au Kazakhstan ou même au Canada, donc l'extraction qui est déjà très polluante et qui est assez destructeur de l'environnement, mais là ça concerne notamment les Africains du Niger, hein, mais ça c'est pas grave, c'est loin d'ici. Si on prend ça, si on part de là, du transport, de la construction des centrales, des réacteurs qu'il faut entretenir, et plus ils vieillissent, plus il faut les entretenir, plus ça coûte cher, et derrière la gestion du traitement des déchets, en réalité, toute cette énergie nucléaire, elle produit beaucoup de gaz à effet de serre, certes un peu moins que les énergies fossiles, mais elle en produit quand même, donc elle contribue de toute façon au dérèglement climatique. Mais bon, voilà, le problème c'est surtout le danger. Et donc à partir du moment où on se débarrasse des énergies fossiles et du nucléaire, après c'est la question des énergies renouvelables, comment on les développe, et puis c'est aussi l'articulation avec le gaspillage d'énergie qui est énorme dans ces sociétés-là, parce d'abord on produit tout et n'importe quoi, on produit plein de choses qui ne sont pas utiles, et la manière dont on les produit et la manière dont on les distribue, c'est particulièrement polluant. C'est l'histoire du commerce international, des délocalisations, des milliers et des milliers de kilomètres qui sont faits pour transporter des marchandises, parce qu'en fait, il n'y a plus rien de proximité, il n'y a plus rien qui est fait autour des populations, tout se fait très loin, et ça, ce sont aussi les logiques capitalistes. Donc il y a tout ça à remettre en cause, et c'est là aussi la remise en cause de l'agriculture capitaliste. Et l'agriculture capitaliste qui est productiviste, avec l'élevage intensif, avec les grandes parcelles, avec l'utilisation des intrants chimiques, hein, pesticides, fongicides, insecticides, qui sont obligatoires parce que l'agriculture fonctionne comme ça, parce que c'est des logiques de rentabilité à outrance, et il y a besoin du chimique. Mais en réalité, s'il y avait une agriculture qui n'était pas industrielle, s'il y avait une agriculture qui revenait à la petite parcelle, à la petite paysannerie, et c'est pas être actionnaire que de dire ça, c'est qu'en fait la seule solution pour à la fois préserver l'environnement, les écosystèmes, la biodiversité, en même temps la seule solution pour préserver la paysannerie des maladies professionnelles, des cancers liés à l'utilisation des produits chimiques, et la seule solution en réalité d'assurer une alimentation correcte, c'est de revenir à une petite paysannerie. Les paysans discutent de ça aujourd'hui, hein. Il faudrait à peu près 1 million de paysans pour arriver à assurer une alimentation à l'ensemble du territoire.
de retrouver ce qu'on appelle les circuits courts, hein, une agriculture de proximité, y compris dans les zones urbaines, ce qu'on appelle l'agriculture urbaine. Tout ça, et c'est une remise en cause des logiques capitalistes. Donc en fait, le problème de la réponse à la crise climatique, c'est aussi ça, c'est discuter de ces ruptures-là, et discuter qu'en fait, il faut un service public de l'énergie, il faut y compris même, au niveau de l'agriculture, d'une certaine manière, une collectivisation, une socialisation, parce qu'y compris les paysans le réclament, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'acheter tout le matériel qu'il faut. Donc tout ça, ça se discute actuellement, mais comment on arrive à l'imposer? Donc c'est ces problèmes-là qui nous sont posés, et après ça a été dit, bon, avec, sur le transport, ben oui, c'est la question du transport, développer le transport collectif et la gratuité du transport qui nous permet, aujourd'hui pour nous, c'est la seule façon de pouvoir le faire, de sortir du tout bagnole, du tout camion, c'est d'assurer justement un réseau de transport collectif, et ça, tout ça, ça passe forcément par des services publics. Parce qu'en fait, la seule façon d'empêcher les capitalistes de nuire, c'est de leur enlever les outils des mains. Dès qu'ils ont ça entre les mains, ils abîment tout. Et la seule façon de ne pas faire qu'ils abîment, c'est de les reprendre. C'est un peu comme un jouet quand on ne sait pas l'utiliser, hein, des fois, ou même on pourrait dire à la police, pour revenir à la police, hein, quand on ne sait pas utiliser des matraques et tout ça, ou quand on est dangereux pour les autres, il faut les enlever. Hein, il faut enlever tout ce qui peut être méchant, qui peut être dangereux pour tout le monde. Dans la campagne, on voudrait faire entendre une voix aussi internationaliste. Et il se trouve, et ça on n'avait pas prévu, que dans l'actualité toute récente, c'est la guerre en Ukraine. Alors j'ai pas beaucoup en parler parce que ça a été déjà détaillé par les camarades, même s'il a dit que j'en parlerais mieux, c'est pas vrai, je peux pas en parler mieux que ce qu'il a dit lui-même. Bon voilà, c'est comme ça, donc je vais pas détailler là-dessus, mais c'est d'insister sur notre internationalisme. Il faut faire entendre ça. Nous on pense que c'est, de toute façon c'est un peu comme l'environnement, l'avenir, notre avenir à nous, même y compris ici, là, ça dépend de ce qui se passe dans la planète. Donc notre sort il est lié de toute façon au sort de l'ensemble des populations et l'ensemble des peuples. Et l'internationalisme c'est l'expression d'une solidarité, d'une part déjà, du sort qui est imposé à l'ensemble des populations, d'une solidarité avec les luttes des peuples aujourd'hui qui sont menées, même si la crise sanitaire elle a diminué des luttes, ça a été compliqué, mais il y a eu pas mal de combats avant la crise sanitaire, le mouvement Irak en Algérie, le mouvement à Hong Kong, en Liban, au Liban aussi, en Amérique latine avec le Chili, la Colombie. Il y a eu les révoltes du monde arabe, ça c'était un peu plus vieux. Bon voilà, on est solidaires de ces luttes-là parce qu'on considère que sont ces combats-là, ces révoltes populaires, ces mouvements sociaux de fond, qui d'ailleurs ont les mêmes préoccupations que nous. Hein, c'est les luttes contre la corruption, les luttes contre les inégalités sociales, contre l'ultralibéralisme, c'est les luttes aussi contre des régimes autoritaires, contre des dictatures. Et on a ces mêmes préoccupations-là, donc c'est aussi cette idée qu'en fait notre sort il est lié et qu'on a intérêt à trouver aussi les moyens de créer des solidarités, des coordinations et de voir comment on peut se battre ensemble pour changer le rapport de force à l'échelle planétaire. Donc ça c'est notre internationalisme. Et notre internationalisme, c'est évidemment la dénonciation du monde tel qu'il est organisé. Et le monde tel qu'il est organisé, ce sont des rapports de domination. Autant nous, dans un pays, on est dominé par une classe riche qui nous impose, au nom de ses profits, donc une dégradation de nos conditions de travail. Mais à l'échelle du monde, c'est aussi le même problème. Ce sont des puissances occidentales notamment, qui dominent les pays du Sud. Ce sont les résultats, les suites du colonialisme. Le colonialisme, c'est pas que du passé, c'est aussi une actualité aujourd'hui. C'est le néocolonialisme et ce sont ces politiques impérialistes, donc des rapports de domination, des rapports de pillage des richesses dans les pays pauvres, des rapports d'exploitation, de surexploitation des peuples dans ces pays-là. Et ces rapports de domination, c'est ça qui aussi explique pour une bonne part la militarisation de la planète. Parce qu'il y a besoin d'armes, il y a besoin de fabriquer des armes, il y a besoin d'en vendre, parce que les dictatures ont besoin aussi d'armes pour, premièrement, dominer leur peuple. Parce que les armes, c'est pas juste pour se défendre quand on est attaqué. En réalité, c'est souvent des moyens militaires pour dominer leur propre peuple, ou des fois, quand la crise économique est trop dure, et pour arriver à dominer ailleurs, à reconquérir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Poutine. Poutine, c'est ce qu'il fait, c'est l'impérialisme russe, ils n'en ont pas assez, les temps sont peut-être durs pour eux, je ne sais pas. En tout cas, bam, ils ont décidé de reconquérir d'abord la Crimée, ensuite le Donbass, c'est le contrôle, et maintenant c'est l'Ukraine, et puis derrière, on peut imaginer que les pays baltes sont peut-être menacés. Mais voilà, c'est la logique impérialiste, c'est de réannexer, de réoccuper, et de prendre directement les richesses qui sont à côté. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est dans un monde où il n'y a pas que Poutine qui est le grand méchant. On est dans un monde où aussi il y a d'autres impérialismes. Et c'est là où la situation en Ukraine elle est aussi compliquée. C'est qu'il y a l'agression de Poutine, les bombardements, bon voilà, ça a été dit. Mais en face, on a aussi donc des impérialismes en qui on ne fait aucune confiance. Les puissances occidentales, les peuples, elles s'en moquent complètement. Alors ok, on est d'accord pour qu'il faille livrer des armes à la population ukrainienne. Parce que quand on est agressé militairement par la deuxième armée du monde, il y a besoin de se défendre. Et la défense aujourd'hui, ça passe par des armes. Mais qui va donner les armes? Et comment ça va se passer? Et puis quelle est la préoccupation en fait des puissances occidentales qui va livrer des armes à l'Ukraine?
C'est là où on est un peu méfiant. Et c'est là où, enfin, c'est pas qu'on est un peu méfiant, c'est qu'en fait, on est complètement méfiant. Et que le problème qui nous est posé aussi, c'est comment on se sort de tout ça. Comment on se sort de ces rivalités impérialistes, comment on se sort d'une planète aujourd'hui qui peut basculer. Il n'y a pas que dans nos questions climatiques qu'on est dans un point de basculement, on est peut-être aujourd'hui dans un point de basculement. Il y a des analystes aujourd'hui à la télé qui disent, on ne sait pas si aujourd'hui on n'est pas dans le début, dans l'enclenchement d'une guerre qui peut se mondialiser et qui peut aller beaucoup plus loin que la question de l'Ukraine. On verra bien, mais en tout cas, on voit la logique militaire, militariste, on voit la logique de course à l'armement qui continue. Vous avez vu l'Allemagne qui a décidé d'augmenter son budget militaire. La France, ça y est, commence à dire qu'il va falloir augmenter. Il pourrait même être doublé d'ici 2030. Et déjà que Macron a bien augmenté le budget de l'armée en France. Et que partout, on voit que ça y est, ça relance ces logiques-là, ces logiques guerrières. Et ça, c'est des choses qui vont nous péter à la gueule, forcément. Donc, on a l'internalisme qu'on défend, c'est au-delà de la solidarité envers les peuples, c'est de prendre conscience qu'on aura une bataille à mener politique contre le capitalisme à l'échelle planétaire. Donc, c'est contre l'impérialisme, c'est contre les logiques coloniales, les logiques de pillage. Et ça, c'est aussi, ça fait partie des urgences auxquelles nous on est confrontés maintenant. Et il faut le mettre sur la table, le poser le problème, et c'est ça qu'on essaie de faire aussi dans cette campagne-là. Et pour aller vite, notre internationalisme, notre solidarité, c'est donc évidemment en premier la dénonciation des rapports de l'État colonial français par rapport aux Antilles, à la Guyane. On sait que c'est le territoire dit, il ne s'appelle plus territoire ou département d'outre-mer, mais bon, c'est ce qu'on appelle les anciennes colonies françaises. Aujourd'hui, la domination coloniale française, elle se voit parce que le niveau de vie est inférieur, parce que le SMIC est inférieur, parce que les services publics sont moins développés, parce que la pauvreté et la précarité sont plus importantes dans ces anciennes colonies. Et de ce point de vue-là, on est solidaire des colères et des révoltes, notamment récemment à Martinique, Guadeloupe, où il y a quelques années c'était la Guyane. On pense que ces populations-là, elles méritent de vivre autrement, et donc on défend aussi le droit à l'autodétermination de ces populations, on défend l'autonomie et l'indépendance. Et c'était le cas aussi avec la Kanaki, où il y a eu récemment un référendum qui a été une grosse entourloupe et qui permet à la France de maintenir sa domination en Kanaki et de repousser l'idée même d'une indépendance possible ou d'une autonomie possible de la Kanaki. Mais là aujourd'hui on a une actualité, encore une fois, qui permet de discuter ça, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et du délit démocratique qui est mis en place par l'État français. C'est ce qui se passe en Corse. Alors la Corse, ça part de la tentative d'assassinat de Colonna, voilà, et puis on voit, en fait, on s'aperçoit que le problème c'était que des prisonniers politiques corses comme Colonna, et puis il y a deux autres militants aussi, qui étaient ce qu'on appelle sous statut DPS. Alors en France, le statut de prisonnier politique n'est pas reconnu. Et le statut DPS, donc c'était détenu particulièrement surveillé. Et en fait, derrière ce problème-là, derrière cet intitulé-là, c'est l'impossibilité de rapprocher, enfin de mettre en prison en Corse les prisonniers corses. Et la revendication de la population corse, c'était de dire, rapprocher les prisonniers, on voudrait que les familles puissent leur rendre visite, au moins ça. Évidemment, la revendication, elle allait plus loin, c'était la libération de ces prisonniers-là, c'était plus de 20 ans qu'ils sont en prison. Et donc, suite à la tentative d'assassinat, ça a réveillé un peu cette bataille-là. Et on a d'abord eu les milieux nationalistes qui ont dit, mais oui, la revendication, ça a relancé la question du statut corse, ça a relancé la question de cette autonomie politique pour la population corse. Et là, on a vu un embrasement dans les manifestations avec une jeunesse qui s'est mobilisée, parce que là, c'est la jeunesse, pas seulement étudiante, c'est aussi dans les lycées. Une colère et un mouvement important. On a vu la manif corse, la manif à Bastia dimanche dernier, et qui montre bien la colère, mais la colère, elle n'est pas juste sur le déni démocratique, elle n'est pas juste sur le fait qu'ils n'ont pas leur droit à la culture, leur droit à leur langue, leur droit à leur autonomie n'est pas respecté. C'est pas juste ça, c'est qu'il y a aussi la question sociale qui se pose directement. Et la question sociale, c'est contre la spéculation immobilière, c'est contre la hausse des loyers, c'est la difficulté de se loger, c'est la difficulté d'avoir un boulot et d'être payé correctement, et un avenir qui est très compliqué. Et la jeunesse donc se mêle dans la bataille. Et on voit justement comment à un moment donné la colère peut exploser, comment ça peut apparaître. Et on voit surtout que ce qui se passe en Corse, c'est exactement le même problème qu'en Pays Basque. En Pays Basque, c'est pareil, il y a des mouvements aujourd'hui, on n'en est pas encore à des manifestations de colère, mais il y a des revendications sur le droit pour les jeunes de se loger en Pays Basque, parce que c'est quasiment impossible aujourd'hui avec la spéculation immobilière, avec les riches qui s'installent de plus en plus en Pays Basque. Et on voit cette difficulté à la fois de se loger, et la difficulté aussi pour des jeunes agriculteurs de pouvoir prendre des terres et de pouvoir développer une agriculture de proximité. Et alors, il y a une colère qui est là aussi et qui peut peut-être demain aussi péter. Et nous, ce qu'on espère, c'est ça, c'est qu'en fait,
la colère qu'il y a en Corse, non seulement elle est légitime, mais on espère qu'elle va être contagieuse. On espère que c'est parce que c'est ça les réponses aujourd'hui. Et comment on peut changer l'ambiance, comment on peut changer le rapport de force dans les sociétés? Ben, il y a un moment donné, la colère éclate, mais il faut qu'elle s'organise. Et c'est un peu tout ça qu'on a envie de mettre en question aussi dans cette élection-là. Et je finis sur cette partie-là, sur parce qu'on est dans une élection, donc ça paraît un peu dérisoire, une élection, et puis on parle de misère et de révolte sociale. Mais en fait, on va aussi essayer, enfin on va appeler à voter pour nous. Hein, ça fait un peu peut-être contradictoire, hein, je vous le dis de suite, hein, on dépense pas mal d'argent pour qu'il y ait des bulletins de vote dans tous les bureaux de vote. Hein, ben, c'est pour les utiliser, hein, c'est pas pour laisser des paquets entiers. Hein, donc n'hésitez pas à prendre le bulletin de vote et le mettre dans l'urne. Alors la fonction de notre bulletin de vote, parce que vous avez peut-être vu, c'est un peu la merde à gauche, hein, il y a plein de monde, on a limité la casse, hein, Taubira n'est plus là, mais il y a quand même du monde. Et, la gauche est dans un état pitoyable, on la joue solidaire, hein, la gauche au sens large. Hein, parce qu'après, si on devait dire, mais toi t'es pas vraiment de gauche, toi t'es pas vraiment communiste, et puis toi t'es pas vraiment écolo, on va pas rentrer dans les détails. Mais donc la gauche, elle a cet état-là. Alors on peut rigoler de ça, évidemment, hein, mais ça relève quand même de quelque chose qui est très inquiétant. Hein, c'est d'abord ce que je disais au début, hein, les idées réactionnaires, l'extrême droite, la droite, et la droite elle est un peu extrême, elle est pas, enfin voilà, hein, les frontières sont un peu difficiles, et puis si c'est pas la droite extrême, c'est les ultralibéraux qui relèvent d'une violence de la société de toute façon. Donc on a une élection qui est très inquiétante parce que l'issue de cette élection-là, ça va faire mal. A priori, hein, quel que soit le vainqueur, parmi les favoris, ça va faire très mal. Donc on n'a pas juste à... Enfin voilà, c'est pour dire qu'on ne peut pas que sourire de l'état lamentable de la gauche, mais par contre, il y a un problème politique qui est posé, c'est que comment on s'en sort finalement? Là, le plus probable, alors il y a la théorie du trou de souris. Hein, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est Mélenchon. Le trou de souris, c'est que peut-être par là, il peut être au deuxième tour. Et c'est vrai que ça peut changer l'ambiance. Bon, mais c'est quand même peu probable. Le plus probable, c'est malheureusement la droite extrême, l'extrême droite ou les ultralibéraux qui gagnent. Donc la question et qui n'est pas posée par Mélenchon, et c'est là aussi on veut discuter de l'utilité du vote. Parce que vous avez bien vu, les jeunes n'ont pas tellement cette expérience-là. Mais à chaque fois qu'on vote, on nous dit mais non, il faut voter ça parce que c'est plus efficace et ça s'appelle le vote utile. Et on est piégé tout le temps dans cette histoire de vote utile. Et on croit qu'on a le choix, mais en fait on nous dit que ça c'est pas la peine, qu'en fait il faut plutôt voter par là parce que c'est là où ça sera efficace. Et donc nous on voudrait discuter de cette notion-là. Qu'est-ce que ça veut dire le vote utile? Et nous on a une utilité. Et nous on pense qu'il y a... chacun a son utilité. Hein. Celui qui pense qu'Hidalgo c'est super chouette ce qu'elle avait fait quand elle soutenait Hollande, il peut voter Hidalgo. Hein. Celui qui pense que finalement l'écologie ça peut être très libéral, il peut voter Jadot. Ça c'est pas... Chacun son utilité. Nous ce qu'on voudrait dire, c'est qu'en fait on a intérêt à penser sérieusement à la suite. Et la suite c'est ce qu'on pourrait appeler le plan B, c'est-à-dire, et le plan B qui est le plus probable, c'est-à-dire oui la droite peut gagner, l'extrême droite peut gagner, mais comment on va faire pour se défendre derrière? Et c'est là où on discute de la gauche. On a une gauche qui est laminée, une gauche qui est éparpillée, qui est divisée, qui est impuissante, qui est complètement hors sujet, mais une gauche qui paye aussi ses trahisons, une gauche qui paye tous ses reniements, parce que la gauche elle a été 20 ans au pouvoir sur les 40 dernières années, donc on peut dire qu'elle a kiff-kiff hein, sur la responsabilité de la situation actuelle avec la droite. Le boulot est partagé. Et le pire dans ce qu'a fait la gauche, c'est pas juste qu'elle a continué de ce que faisait la droite, c'est pas ça le pire, hein, avec l'aggravation de la situation sociale pour des millions de gens. Le pire c'est qu'elle a contribué à démoraliser. Le pire c'est qu'elle a contribué à renforcer la résignation dans la population, à discréditer l'idée de lutte collective, de cet espoir qu'on pouvait changer les choses. Et ça on le paye très cher, avec aujourd'hui des organisations qui sont dans un état délicat, hein, une sorte d'impuissance qui se... de plus savoir comment on peut faire et de plus du tout de confiance dans le collectif, plus du tout de confiance dans l'idée que l'élite peut changer les choses. Plus les scores de l'extrême droite sont hauts, plus ça nous fait mal, plus ça nous démoralise, plus ça nous fait peur pour la suite et plus ça nous fragilise d'une certaine manière. Donc il faudrait imaginer que du côté de la gauche radicale, du côté de la gauche anticapitaliste, s'il y avait des scores sensiblement supérieurs, ce que ça pourrait provoquer dans la tête, ce que ça pourrait provoquer dans le climat social, dans l'ambiance sociale. Et c'est ça qu'on voudrait faire, c'est cette utilité-là finalement, de changer un peu les choses de ce point de vue-là et de créer des conditions qui permettraient justement à un moment donné de discuter très concrètement de comment on va résister, comment on va préparer les luttes. Donc l'intérêt du vote à LPA, c'est celui-là, c'est de relancer un peu la machine de la contestation, de redonner de l'envie, de l'espoir
d'accord? Et c'est vraiment ça qu'on voudrait faire, et donc c'est cette utilité-là. Et je crois que je vais un peu arrêter là. Hein,